Bonjour à tous et bienvenue à cette autre formation par Maelstrom Media. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Julien David Pelletier, avocat, journaliste et je me permets aussi de dire entrepreneur social. À mes heures. Maître Pelletier, c'est un sujet très intéressant qu'on va élaborer, discuter avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette formation sur le système de justice criminelle au Nunavik. Peut-être là, pour situer nos auditeurs qui sont peut-être pas tous aussi au courant de la géographie canadienne, peut-être nous expliquer premièrement le Nunavik, on est où? On est dans quel espace géographique canadien? Le Nunavik part à peu près de la baie James, dans le coin de Wapmagotsui, Kuujjuarapik, deux communautés, une Cri, une Inuit, et fait le tour essentiellement de tout le contour du Québec dans le Grand Nord, des communautés accessibles seulement par avion, des communautés par définition très reculées, et des communautés surtout qui ont été établies très récemment dans notre histoire. Le peuple inuit, auparavant, vivait en pleine autonomie, et vivait de chasse et de pêche dans le nord du Québec. Ils ont été, si on veut, quelque peu sédentarisés au début des années 60, au moment où, le peuple blanc, disons, décrivons-le comme ça pour les fins de la formation, a établi ces communautés, disons, les a sédentarisées. Donc, je comprends bien, on parle de tout le nord, le Grand Nord québécois. Oui. Puis le Nunavik, ça regrouperait l'ensemble des communautés autochtones du Grand Nord québécois. Exactement. Et le peuple inuit et Cri qui y habite, et y habite depuis des millénaires, il faut le dire. Et au moment de cette sédentarisation, si on veut, les institutions canadiennes se sont aussi installées parmi ces peuples qui ne connaissaient à peu près rien des gens du Sud à ce moment-là. Étaient très isolés, étaient très reculés, vivaient selon leurs propres traditions, selon leurs propres règles de communauté, si on veut. Et au moment de la Convention de la baie James, on se souvient de la Convention de la baie James en 1975, lorsque le gouvernement québécois a voulu établir des barrages et établir ce qui est devenu la richesse des ressources naturelles du Québec, finalement, les Inuits ont protesté, les Inuits, les Cris ont protesté sur le fait que, premièrement, le gouvernement québécois venait établir ses installations sur ces terres sans nécessairement consulter. Ce n'était pas nécessairement dans les mœurs à ce moment-là. La Convention de la baie James a voulu pallier, si on veut, cette absence de consultation pour inclure ces peuples-là dans toute cette modernisation, si on veut, de l'État québécois. À ce moment-là, il y a eu aussi, et c'est là qu'on en vient à notre sujet d'aujourd'hui, l'établissement d'un système de justice pour assurer, si on veut, la gestion des rapports sociaux, la gestion des rapports juridiques dans ces communautés-là. Ce que je dois comprendre de ce que vous nous dites, M. Pelletier, c'est que le système de justice au Nunavik fonctionne de manière différente de ce qu'on peut voir au Sud. Parce que si vous dites qu'on a implanté un système là-bas, est-ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que ce serait un système qui serait différent du reste du système juridique. Et là, on est en matière de droit criminel, donc du reste du système juridique pan-canadien? Il n'est pas différent dans ses règles, mais il est différent dans son fonctionnement. Intéressant. Ces communautés-là, étant donné leur isolement et aussi étant donné, disons, la faible population, on parle d'un peu plus de 15 000 personnes. Sur tout le territoire du Nunavik. Sur tout le territoire. Il n'était pas opportun, ou en tout cas, c'est ce qui a été jugé par les politiciens de l'époque, d'installer des cours permanentes, par exemple. Il y a des palais de justice, mais il n'y a pas une présence permanente de juges, de procureurs. C'est pour ça qu'on l'appelle la cour itinérante. La cour itinérante se promène dans toutes les communautés pour aller régler les problèmes de justice criminelle qui se déroulent dans les communautés. Mais je me permets de vous arrêter, M. Pelletier, parce que c'est très intéressant, mais c'est quand même assez complexe et assez nouveau. Donc, pour bien comprendre, il y a des palais de justice dans différentes communautés. Oui, pas dans toutes. Pas dans toutes. Et ces palais de justice-là sont inoccupés, dans le fond, à l'année. Ils peuvent être occupés pour des fins communautaires et tout ça, mais ils sont occupés par la Cour que lorsque la Cour y siège. C'est-à-dire que dans un avion,
quelques fois par année, vous allez avoir les juges de la Cour du Québec, les procureurs de la Couronne, les procureurs de la Défense, qui vont se déplacer de communauté en communauté pour poursuivre des accusés pour des crimes qui ont été faits, mais aussi il pourrait y avoir aussi des causes, par exemple, en droit du logement ou ce genre OK, donc c'est pas donc cette cour itinérante-là, là, bien sûr, on va se centrer sur la justice criminelle puisque c'est le sujet de notre conférence aujourd'hui, mais ce que vous nous dites, c'est un sujet qu'on pourrait élaborer une autre fois, mais que ce système de cour itinérante s'applique aussi à d'autres domaines de droit. Elle peut tout à fait. Et le système de justice criminelle, donc, il faut savoir, premièrement, que la rencontre des deux peuples ne s'est pas faite de la manière la plus harmonieuse qu'on peut imaginer, et ça se prouve par le fait qu'il y a les deux peuples, du peuple québécois, peuple québécois, peuple occidental, si on veut, et les peuples autochtones qui résident dans le Grand Nord. À preuve, il est démontré qu'un adulte sur 6 est judiciarisé au Nunavik. C'est-à-dire qu'un adulte sur 6 va faire face à des accusations criminelles, souvent plusieurs accusations criminelles. Il y a énormément de problèmes sociaux au Nunavik, les problèmes de logement qui entraînent beaucoup de promiscuité. Beaucoup de gens habitent là-bas dans des maisons surpeuplées complètement. Et les problèmes de justice criminelle sont très grands pour des raisons différentes, notamment cette sédentarisation forcée, si on veut, et l'acculturation de ces personnes. Par acculturation, on entend le fait qu'on les a un petit peu dépossédés, si on veut, de leur tradition, de leurs mœurs, ce qui fait en sorte, et il y a eu beaucoup d'études sur la question, que le taux de victimisation, premièrement, les personnes qui sont agressées, et le taux de criminalisation, c'est-à-dire les personnes qui commettent des crimes, est beaucoup plus élevé. Qu'au Sud. Qu'au Sud, exactement. Donc, la Cour de justice itinérante, lorsqu'elle arrive dans une communauté, va rester peut-être 5 jours et va avoir des centaines et des centaines et des centaines de dossiers. Juste pour bien comprendre, une communauté, vous nous avez dit que c'est à peu près 15 000 personnes, une Nunavik au complet. Ouais. Donc, une communauté, c'est quoi? C'est 2 000 personnes? Ça dépend. La plus grosse communauté, si je ne me trompe pas, est Kuujjuaq. Et la plus petite serait plus au nord, ce serait Salouet, où c'est peut-être quelques centaines de personnes qui habitent. Et les cours de justice se rendent dans ces... cours de justice se rendent dans ces communautés-là pour justement traiter les problèmes de justice criminelle. Ce qui fait face à son lot de défis. Premièrement, il y a le climat. Et juste avant, j'ai une question à toi. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que ce système de justice a été implanté? C'est-tu récent ou ça date des années 50, 60, 70, 80? Ça découlait de la Convention de la Baie James en 1975 et la Cour itinérante a progressivement été implantée dans les années 80. Okay. Donc, c'est très récent. Effectivement, c'est très, très récent. Et surtout, c'est un système qu'ils ne connaissaient pas. Mais il y avait quoi avant? Avant, c'était des communautés. Il y avait des crimes avant 1975. C'est des citoyens canadiens, des citoyens québécois. Oui. Comment était géré avant l'implantation de ça? Puis, si on n'a pas la réponse, on y reviendra un autre jour. Mais c'est récent. Mais il y avait des crimes avant les années 80. Là. Oui, et vous entrez dans le cœur des enjeux qui affectent la justice au Nunavik. Ces peuples-là sont millénaires et ils avaient leur propre tradition juridique, leur propre vision de la justice, leur propre conception de la justice, qui est issue, évidemment, du fait que c'est des petites communautés. Dans nos grandes sociétés du Sud, où il y a plusieurs millions de personnes, l'établissement d'institutions formelles, avec des règles formelles, un cadre juridique auquel tout le monde adhère pour conserver la cohérence de la société, finalement. Eh bien, évidemment que le contexte était tout autre dans ces communautés-là, où c'était des petits groupes. Et si quelqu'un commettait un crime dans ce groupe-là, comment... Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de... Non, mais c'est ça, mais ça reste des... Comment il gérait ces enjeux-là, et c'est la vision qui est très répandue dans les communautés autochtones un peu partout à travers le Canada. C'était une vision beaucoup plus collective de la justice. Une vision qui était axée sur la guérison. Quelqu'un qui commet un crime, par exemple, dans une petite communauté, comment faire en sorte que ce crime-là soit puni, comment assurer la guérison de la victime
c'était des systèmes qui étaient... et en fait, c'est une conception de la justice qu'ils ont encore, qui faisait en sorte que ces problèmes-là se réglaient à l'interne dans la communauté et la punition pouvait aller jusqu'à l'exil d'une personne. Okay,